Notre histoire, c'est sur votre web radio avec Edouard Nyansounou. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Notre Histoire, où cette fois-ci nous recevons l'historien Dieudonné Nyamakou. Il est directeur scientifique du Centre culturel Akanga, situé à Porto Novo. Aujourd'hui, sur cette émission, nous nous intéressons à un pan de l'histoire de notre continent, de l'Afrique, les razzias qui ont commencé, doit-on le dire, à partir des années 1441. Dieudonné Nyamakou, bonjour, bienvenue dans notre histoire. Bonjour, Edouard Nyansounou. Je le précisais, les razzias ont commencé sur le continent africain en 1441. Précision? Dites-nous. Oui, généralement, c'est cette date que nous prenons, que la plupart des historiens prennent comme le début des razzias négrières. Parce que à cette date-là, un navire négrier portugais venu sur les côtes africaines, dans la région de la Sénégambie, et a kidnappé de simples populations de pêcheurs qui étaient au bord de la côte et ont été enlevées et conduites malgré elles en Europe, au Portugal. Ça marque donc le début des kidnappings, des enlèvements, des razzias, de la déportation des Africains en esclavage en Europe d'abord. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut comprendre des motivations ayant conduit à l'enlèvement des populations africaines? Les Européens, les Portugais en particulier, les Espagnols, ont commencé à développer la construction navale, la navigation sur les mers, parce qu'ils étaient à la recherche d'épices et puis bien sûr de matières premières, l'or en particulier. Et les Arabes étaient les principaux intermédiaires à l'époque. Donc les Européens ont décidé à l'époque de se passer des Arabes, des marchands arabes, et d'aller eux-mêmes directement sur la route des Indes, la route des épices. Et c'est ainsi que plus tard, ils vont se rendre sur le continent américain pensant qu'ils étaient arrivés aux Indes. Mais bien avant cela, quand ils arrivent sur les côtes africaines, dans les années 1440, ce qui va se passer tout de suite après, à peine une quinzaine d'années après ces débuts de navigation vers les côtes ouest africaines, ce qui va se passer, c'est que la traite des Blancs, la traite interne et d'esclavage des Blancs entre eux en Europe, va avoir une fin brutale à partir de 1453. Parce que l'armée ottomane, les Ottomans vont conquérir Constantinople, qui était la capitale de l'Empire byzantin, en 1453. Et cette conquête de l'Empire ottoman, de Constantinople, par l'Empire ottoman, met fin brutalement à la traite des Blancs, qui étaient des peuples slaves, qui étaient victimes de raids, de razzias, et qui étaient déportés par la mer Noire vers le sud de l'Europe. Et l'occupation de Constantinople par les Ottomans bloque l'accès à la mer Noire à tous ces trafiquants d'êtres humains européens. Et donc l'Europe se retrouve privée de cette main-d'œuvre servile esclave originaire des pays d'Europe de l'Est, Ukraine, Russie, Géorgie et autres pays slaves. D'ailleurs, c'est pour ça que le mot qui sert à désigner les hommes et les femmes d'origine servile, le mot qui est devenu populaire à partir de cette époque, c'est le mot slave. En anglais, on dit slave et en français, on dit esclave. Et donc, la motivation principale va être la suivante. Quelques mois après l'occupation de Constantinople et donc la fermeture des accès des ports de la mer Noire par les Ottomans, qu'est-ce qui va se passer? En Europe, au Vatican, le pape Nicolas V va promulguer une bulle papale qui va autoriser le roi du Portugal à aller sur le continent africain pour attaquer et agresser les Africains et les réduire en esclavage et les convertir à la religion chrétienne catholique. C'est donc là le vrai début officiel de ce qu'on va appeler la traite négrière. Parce que cette bulle papale est le document officiel et l'autorisation officielle qui est donnée au roi du Portugal pour aller en Afrique. Avant cette officialisation de la traite des nègres, des noirs, s'il faut le préciser ainsi, dites-nous, le razzia qui a commencé au début des années 1441, ça a duré combien d'années? Oh, ça a duré plus d'un siècle. 1441, nous sommes au milieu du 15e siècle. Ça a duré un siècle, jusqu'au milieu du 16e siècle. Oui, mais on peut le dire, l'intention derrière cela n'était pas de réduire les populations noires en esclavage, les exploiter comme apprend-on de la traite négrière. Alors, ce qui s'est passé au début, c'est que les premiers bateaux européens qui arrivent sur les côtes africaines sont dirigés par des commandants de navires.
ce sont des expéditions qui sont financées par l'infant, le roi du Portugal, le prince héritier du Portugal ou la reine d'Espagne, etc. Et le but, c'est d'abord de savoir si les bateaux de l'époque, les nouveaux navires qui venaient d'être construits, pouvaient arriver jusqu'aux côtes africaines. Parce qu'ils ont commencé à arriver au nord de l'Afrique, à Madère, aux Canaries, et puis progressivement, ils ont longé les côtes marocaines, et puis tout d'un coup, ils ont commencé à longer les côtes ouest africaines, c'est-à-dire la Mauritanie, puis la Gambie et la Sénégambie. Donc ces premières années-là, c'est depuis le début du XVe siècle que ces navigations commencent à se faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord pour s'assurer qu'on a la technologie maritime pour aller loin dans les océans, dans les mers. Et aussi, les capitaines des bateaux négriers ont obligation de prouver à ceux qui financent leurs expéditions, leurs voyages, qu'ils ont effectivement atteint des territoires nouveaux inconnus des Européens. Ce qui fait qu'ils vont enlever des gens. Les premiers Africains qui sont enlevés ne sont même pas des Africains, des Noirs d'Afrique de l'Ouest ou centrale, non. Ce sont des Berbères, que les Européens appelaient les Azénègues. Azénègues, ce sont des peuples de la côte marocaine et mauritanienne d'aujourd'hui, puisque ces noms-là n'existaient pas. Maroc, Mauritanie, ce sont des noms coloniaux. Mais, donc ce sont les populations berbères de cette côte-là, nord-ouest africaine, qui sont les premiers kidnappés et envoyés en Europe, au Portugal. Et puis progressivement, les bateaux vont arriver en Gambie, au Sénégal, où on le lit dans les récits, dans les chroniques des navigateurs, dans leurs journaux de bord. Ils racontent tout. Et on voit comment ils arrivent maintenant vers les côtes où ils voient des populations noires. Et il fallait bien sûr qu'ils kidnappent quelques noirs, qu'ils les amènent dans les bateaux au Portugal, à Lisbonne, pour prouver au roi du Portugal qu'ils sont allés plus loin que les autres et qu'ils sont arrivés sur la terre habitée par les Noirs, les Africains. Et donc, ces enlèvements-là étaient au départ juste des otages qu'on prenait comme preuve qu'on était allé plus loin que les autres dans la navigation maritime. Oui, et ces personnes enlevées, je le reprécise, étaient bien traitées. Parce qu'ils avaient, ou elles avaient du salaire, elles travaillaient et étaient rémunérées à la hauteur du travail qu'elles faisaient. Non, pas à cette étape-là. Ça, c'est sur le continent américain qu'on va avoir ce qu'on a appelé les premiers travailleurs sous contrat. Mais là, ce que je décris là, ce sont les premières razzias, les premiers enlèvements d'Africains dans les années 1415, 1430, 1440, 1450, jusqu'à la fin du XVe siècle. Ceux-là, quand ils sont arrivés sur les côtes, quand on les amène à Lisbonne, déjà, on les présentait un peu comme des animaux, hein, parce qu'on montrait au roi, à la reine, aux nobles, aux aristocrates, aux populations, que voilà des Noirs qu'on a trouvés en Afrique, etc., des habitants du continent africain. Donc, ils n'étaient pas bien traités. Et les familles aristocratiques et princières, sud-européennes, portugaises, espagnoles, ont commencé à vouloir acheter ces prisonniers-là, ces Africains kidnappés. Donc, les capitaines des bateaux ont commencé à les vendre. Donc, ils ont été vendus comme esclaves. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours été en colère quand j'entends le nom de Lagos au Nigeria, qui longtemps était la capitale du plus grand pays africain, le Nigeria. Lagos porte le nom de la ville de Lagos, au Portugal, qui était la ville où, pour la première fois en Europe, ils ont vendu des Africains kidnappés sur les côtes africaines. C'est au port de Lagos, au Portugal, qu'on a vendu des Africains. Donc je trouve humiliant que l'ancienne capitale du Nigeria, de ce grand pays, continue de porter le nom de cette ville-là où on a vendu les premiers Africains comme de la marchandise. Vous voyez? Donc voilà comment ça s'est passé au début. Et quand ils se sont rendus compte que ces Africains-là, ça rapportait de l'argent de vendre ces prisonniers, parce que les riches familles portugaises et espagnoles voulaient avoir des serviteurs, des domestiques noirs, puisque très peu de gens pouvaient avoir des serviteurs noirs dans leur grande maison, dans leur château. Ainsi, ça faisait honneur? Oui, c'était signe de richesse. C'était signe de richesse dans l'aristocratie européenne. Et donc, les commandants des bateaux se sont rendus compte que c'était un commerce intéressant d'aller kidnapper des Africains et de venir les vendre. Et c'est comme ça que c'est devenu un marché d'êtres humains, d'Africains. Ils étaient habitués à se vendre entre eux, à vendre des Européens sur les marchés d'esclaves en Europe. Et donc, ils ont commencé à faire la même chose avec les Africains qui kidnappaient. Mais les Africains ne se laissaient pas faire. Quand les bateaux portugais arrivaient et tentaient de kidnapper les gens, nos ancêtres résistaient.
Comment? Donc, il y avait... c'était des pêcheurs. Celui qui avait un couteau, une machette ou une roue, etc., ou un instrument de pêche, un harpon, il prenait ça pour se défendre. Ce n'étaient pas des militaires. Pourtant, on arrivait à les déporter. Oui. Ils arrivaient à tuer certains Européens, mais les Européens avaient des armes à feu. Donc, ils pouvaient tuer à distance. Lorsque leur bateau se rapprochait de la côte et qu'ils avaient repéré une famille ou quelques familles sur la côte, ils commençaient à tirer au fusil sur ces populations. Donc, les gens fuyaient. C'était des femmes et des enfants. Généralement, les maris étaient sur la mer en train de pêcher. Donc, il y a eu des situations comme celle-là, de kidnapping, d'enlèvement, mais il y a eu tout de suite des résistances des Africains. Et donc, ça a duré un certain temps. Vous voulez dire que les Africains n'avaient pas des armes assez sophistiqués pour vaincre ceux qui venaient les ramasser? Oui, pourquoi? Parce que les premiers kidnappings ont lieu sur les côtes. Et ce sont des villages de pêcheurs qui sont sur les côtes. Tous les royaumes africains, leur capitale n'était pas au bord de la mer. Vous voyez où se trouve Abomey, même Savi. Donc, les capitales sont toujours à des dizaines de kilomètres du bord de mer. Et donc, ce sont de familles de pêcheurs qui vivent au bord de l'eau, au bord de la mer, sur la côte. Ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des guerriers, ce ne sont pas des soldats. Et donc, ils n'ont pas d'outils de guerre, ils n'ont pas d'armes. Ce n'est même pas une affaire d'équipement, mais ce sont des familles simples de pêcheurs. Et voilà tout d'un coup, des marins qui sont des militaires arrivent des sortes de bateaux négriers, de bateaux avec des armes à feu. Et on n'avait pas, effectivement, à cette époque, des armes à feu sur le continent africain, dans cette région-là de l'Afrique. Et donc, bien sûr, ces populations-là résistaient avec leurs forces, leurs bras et avec des outils, des bâtons, tout ce qu'ils pouvaient trouver, des machettes pour résister. Ça, c'est au début. Ça a duré plusieurs dizaines d'années. Cela fait demander ce que les souverains d'alors ont fait pour arrêter, si on peut l'appeler cette saignée. Très simple. Dès qu'un bateau arrivait comme ça et avait réussi à kidnapper et enlever des gens, aucun bateau européen ne pouvait revenir au même endroit encore. Parce que les populations avaient déjà informé leur chef, leur roi, et il y avait maintenant des gardes qui surveillaient la mer. Donc si un autre bateau revenait quelques semaines, quelques mois plus tard, il y avait des militaires qui étaient prêts à les accueillir. Et ces Blancs-là étaient massacrés. Donc les Blancs, comme ils étaient massacrés, ils se sont rendus compte que c'était plus la peine de revenir au même endroit. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils notaient bien les endroits où ils étaient déjà allés et où ils avaient enlevé des Africains pour ne plus revenir là-bas. Donc, ils allaient sur une autre zone, peut-être à 50 km de là, où personne ne les connaissait et où l'information n'avait pas circulé. Donc, cela va se faire pendant des décennies de cette façon-là. Ils ne reviennent jamais au même endroit parce qu'ils savent qu'on les attend et qu'on va les détruire. Donc, il y a eu des systèmes de défense. Et d'ailleurs, on le verra plus tard. C'est-à-dire que quand ils vont commencer à aller en Amérique, prenons notre pays, notre région. Oui. La baie du Bénin. Oui, le golfe ou la baie du Bénin. C'est-à-dire depuis le Ghana jusqu'au Nigeria actuel. Sur notre côte-là. C'est dans les années 1470 que les Portugais arrivent chez nous. Ils commencent par le Ghana, qu'ils vont appeler Elmina, etc. Ils vont créer plus tard un fort là-bas, le fort d'Elmina. Et ils vont arriver chez nous vers les années 1480 et jusqu'au Nigeria voisin. Lorsqu'ils vont commencer à kidnapper les gens, au début des années 1500, l'empereur Ibini, qui était le plus grand royaume de notre région ici, qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, l'empire du Bénin, c'était le Oba. Le Oba, l'empereur du Bénin, lorsque les populations côtières vont lui envoyer apporter l'information comme quoi des bateaux venaient avec des populations à la peau blanche et qui les attaquaient et qui tuaient les gens et enlevaient des gens dans les bateaux, mais l'empereur du Bénin va donner ordre à son ministre de la guerre d'envoyer l'armée et de surveiller la côte. On est déjà en 1513. Un bateau négrier portugais va être détruit et l'équipage va être massacré par l'armée de l'empereur du Bénin. Peut-être un exemple parmi d'autres. C'est pour dire que, parce que l'histoire qui a été écrite de la traite négrière ne parle jamais des résistances des Africains. On nous raconte une histoire comme si nos rois faisaient du commerce avec les Blancs et puis parce qu'ils étaient habitués, ils étaient esclavagistes eux-mêmes et qu'ils étaient habitués à vendre des gens. C'est totalement faux. Donc les Européens venaient kidnapper des gens. Et qui allait se laisser kidnapper par des étrangers, par des inconnus? Nos ancêtres étaient des femmes et des hommes libres. Donc personne ne pouvait venir et les enlever. Vous comprenez, c'était des kidnappings. Donc il y a eu bien sûr des défenses, des résistances. On va revenir sur cet aspect des choses. Mais avant, on veut bien savoir, qu'est-ce qui explique cette barbarie que les Occidentaux ont trouvé
en l'homme, l'être africain, pour le réduire en esclavage ou le considérer comme carrément un animal de maison? Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que quelque part, l'Africain aussi n'a pas donné caution à cela? Quelle caution? Quelle caution? Je vous dis qu'en 1410, en 1440, les gens sont chez eux. Les Africains, des familles de pêcheurs, des femmes et leurs enfants sont dans leur maison en attendant leurs maris qui sont pêcheurs, qui sont en mer, qui sont allés pêcher du poisson. Et un bateau arrive avec des populations européennes qui viennent les attaquer et on tire sur ces populations, ces femmes, ces enfants et on les tue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient chez eux, ils n'ont invité personne. Les Européens arrivent et commencent à tirer sur eux, à les tuer et à les massacrer. Donc, non, il n'y a aucune responsabilité des Africains. La question, il faut se demander d'où vient cette cruauté, cette barbarie européenne. Puisque la population européenne d'alors était aussi réduite en esclavage, mais n'a pas été exploitée comme les Africains. Les choses vont se faire de façon progressive. Les populations européennes qui étaient réduites en esclavage étaient maltraitées, étaient exploitées. Lorsque le circuit de trafic d'êtres humains européens en Europe s'est asséché et qu'ils vont commencer à aller chercher des populations sur le continent africain, ils se sont mis à rechercher des gens pour venir travailler chez eux. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a eu des épidémies de maladies comme la peste qui ont décimé les populations européennes. Au sud de l'Europe, en Italie, au Portugal ou en Espagne, en France, la peste a décimé plus d'un tiers de la population. Donc, à cette époque, il n'y avait plus de paysans pour nourrir le peuple, pour nourrir les pays, les royaumes. Et comme il n'avait plus l'accès aux populations d'Europe de l'Est, les Slaves, qu'ils déportaient en esclavage pour venir travailler dans les plantations et les nourrir, ils sont allés chercher en Afrique des paysans, des populations pour venir travailler et labourer les terres. Donc ces premiers Africains qui sont déportés en Europe vont être réduits en esclavage pour aller travailler dans les plantations pour cultiver et nourrir les populations du sud de l'Europe. Ça va être d'abord la première activité. Au départ, c'est tout simplement ça. Après, il faut savoir que les Africains ne sont pas le premier peuple. Les premiers à avoir été les victimes des Européens, ce sont d'abord les habitants du continent que les Européens vont appeler l'Amérique. Lorsqu'en 1492, Christophe Colomb va mettre les pieds, fouler le sol du continent qu'ils vont appeler l'Amérique, c'est le début du génocide et de l'extermination des populations autochtones de ce continent. Donc ce sont eux les premières victimes, ce ne sont pas les Africains. Pour une raison aussi simple que la religion chrétienne à l'époque et les dirigeants de l'Église catholique au Vatican vont décréter que ce peuple-là n'avait pas d'âme, que seuls les Blancs avaient une âme. Et que donc, des peuples qui n'avaient pas d'âme pouvaient être traités comme des animaux. Et donc que les Indiens, on pouvait les massacrer comme des animaux. Et plus tard, l'Église catholique va dire la même chose des Africains. Il y aura un concile, on va se poser la question. Les Noirs ont-ils une âme? Et pour se justifier, on va dire cela. On va dire non, qui n'ont pas d'âme. Donc, on peut les traiter comme des bêtes de somme. Est-ce que c'est cela qui a justifié l'autorisation formelle donnée par le pape Nicolas V en 1454 pour que la traite commence officiellement en Afrique? Non. La question, si les Africains avaient une âme ou pas, va se poser un siècle plus tard. Un siècle plus tard? Oui. Ce qui a motivé, de mon point de vue, la première bulle papale du pape Nicolas V, c'est le fait qu'il n'avait plus, puisque les Blancs eux-mêmes étaient esclaves chez eux. La question de l'âme, c'est pour ne pas avoir de remords sur la conscience. Parce qu'on a commencé à tuer des hommes et des femmes, des millions d'hommes et de femmes sur le continent américain. Et ensuite, on va massacrer des millions d'Africains et les réduire en esclavage. Donc, pour avoir la conscience tranquille, on va dire qu'on fait ça parce que ceux-là n'ont pas d'âme. Donc, ils ne sont pas de la même espèce que les Blancs. Mais en 1454, lorsque la première bulle papale est promulguée, ce n'est pas ça le problème. La préoccupation, ce n'est pas celle-là. C'est la préoccupation, de mon point de vue, c'est qu'il fallait avoir une main-d'œuvre pour continuer à cultiver, pour continuer à nourrir les populations. Donc, on ne s'est pas posé cette question-là. Ces Africains, on les a réduits en esclavage comme des Blancs avaient été réduits en esclavage. Il y avait toujours l'esclavage des Blancs. L'esclavage des Blancs ne s'est pas arrêté en 1454. Ça a poursuivi. Jusqu'au XVIIIe siècle, des Blancs étaient esclaves en Europe. Mais mieux traités que les esclaves noirs. Oui, bien sûr, parce que progressivement, siècle après siècle, les royaumes d'Europe vont abolir et interdire la pratique de l'esclavage en Europe. Et par exemple, dans un pays comme la Russie,
c'est plutôt l'esclavage va être aboli, mais il y aura le servage. Donc, il va y avoir des pratiques d'exploitation des populations, la majorité des populations paysannes de ces pays européens, qu'on va appeler les serfs, le servage. Alors, lorsqu'on décrète, on prend un décret pour que une population soit déportée d'un point A à un autre point C pour cultiver, pour aider d'autres peuples, est-ce qu'en soi, c'est une mauvaise chose? C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, tout simplement. C'est un crime contre l'humanité. Personne n'a le droit de décréter que lui peut aller attaquer un autre peuple. Pour aider une autre population. Non, quand on a besoin d'aide, les dirigeants du royaume qui ont besoin d'aide envoient alors une ambassade auprès des dirigeants du royaume dont ils ont besoin d'aide pour demander de l'aide. On n'envoie pas des armées pour aller attaquer des peuples et faire des prisonniers et prétendre que c'est parce qu'on a besoin d'aide. Non, il n'y a pas d'aide, c'est un crime contre l'humanité. Ce sont des massacres, ce sont des violations des droits de l'homme qui ont été commis. Vous évoquez la thèse de l'attaque systématique, mais tous les historiens ne parleront pas ce langage avec vous. Pour eux, c'est que officiellement, ceux qui arrivaient sur nos côtes allaient voir nos rois, négociaient et prenaient les esclaves que ces rois aussi avaient captivés. Mais nous attendons que les historiens qui disent cela nous montrent les contrats que les commandants européens ont signés avec les rois africains. Les contrats qui datent de plusieurs siècles. Nous avons des contrats, nous avons des documents qui datent de 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, qui sont dans les archives. Et vous savez que nous sommes dans un continent où l'oralité, c'est la chose la plus connue. Non. Moi, je ne parle pas des Africains. Ok. Je parle des Européens. Ce sont les Européens qui sont venus sur les côtes africaines attaquer les peuples africains et commettre un crime contre l'Afrique. Ces Européens-là, les commandants des navires négriers européens, avaient des journaux de bord. Ils écrivaient tout ce qu'ils faisaient sur les côtes africaines. Donc, s'ils étaient venus, s'ils signaient des contrats avec des rois africains, nous le saurions et nous aurions copie des contrats là. C'est de ça que je parle. C'est eux qui prétendent avoir signé. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'aller dans les bibliothèques. Même à la bibliothèque du Santa Kanga, j'ai mis un certain nombre de documents à disposition du public. Nous avons les chroniques écrites par les Portugais dans les années 1440, 1450, 1500, où ils racontent leur voyage en Afrique, où ils racontent comment ils kidnappaient les gens, comment ils tuaient les gens et comment les Africains se défendaient, et les tuaient aussi pour se défendre. Soufflez-nous. Il faut lire les chroniques de Gomez de Assurara, par exemple, écrites dans les années 1460, où il raconte en détail les expéditions justement des navires portugais. Il raconte comment le meilleur ami du roi du Portugal a été tué, capitaine d'un bateau négrier, bateau financé par le roi du Portugal, arrivé sur les côtes ouest africaines, qui est sorti du bateau avec une embarcation pour kidnapper des Africains, a été confronté à une armée d'Africains qui ont résisté et qui ont tué des dizaines de marins et de militaires portugais, y compris le capitaine du bateau, qui était l'ami du roi du Portugal. Et il raconte dans son livre comment, quand ils sont retournés, quand les autres marins portugais ont fui, ceux qui ont survécu, ont repris le bateau, sont retournés au Portugal, il raconte dans le livre comment le roi du Portugal a pleuré parce que son meilleur ami avait été tué par des Africains. Donc les Africains se défendaient et se protégeaient de ces invasions, de ces agressions étrangères. La thèse selon laquelle les rois africains vendaient... Nous souhaiterions bien que cette question soit abordée dans un autre numéro avec vous. Mais avant, les Occidentaux, les Portugais arrivaient avec des bateaux sur lesquels il était inscrit Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Mais tous ces Européens-là étaient des chrétiens. C'était des grands croyants, ils croyaient en Dieu. C'est le pape qui leur avait donné l'autorisation, avec une bulle papale, qui a donné l'autorisation au roi du Portugal d'aller agresser les peuples africains et de les convertir au christianisme et de les réduire en esclavage. Donc, tous ces Européens-là, tous ces Portugais, parce que pendant 2 siècles, les Européens qui venaient en Afrique, du 15e au 17e siècle, n'étaient que les Portugais, puis quelques Espagnols. C'était des chrétiens. Et ils appartenaient à des confréries chrétiennes. Et donc, c'était des grands croyants. Ils allaient à l'église avant de prendre le bateau. Ils allaient prier Dieu, ils allaient prier Jésus avant de prendre le bateau. Et ils donnaient le nom de Marie-Madeleine, de Dieu, de Saint, de Jésus à leur bateau. Nous avons les historiens... C'est-à-dire que c'était fait au nom des saints, au nom de Jésus-Christ, au nom du ciel, c'est ça? Mais c'était des croyants. Avec la bénédiction de Dieu. Oui, pour eux, ils demandaient à Dieu sa bénédiction pour faire un bon voyage. Pour que le bateau arrive, ne coule pas en mer, arrive sain et sauf sur les côtes africaines et revienne sain et sauf sur les côtes portugaises. Et que le voyage leur soit fructueux
et qui puisse kidnapper, arrêter des milliers ou des centaines d'Africains, etc. Donc oui, c'était des croyants qui croyaient en leur Dieu, en leur église catholique, chrétienne, et qui, au nom de la religion, et au nom de leur pape, au nom du pape, et de tous les papes, c'est au 19e siècle que l'église catholique va commencer à regretter le rôle qu'elle a joué. Et c'est au 20e siècle que le pape Jean-Paul II, quand il a visité Gorée, va demander pardon aux Africains pour le rôle que l'église catholique a joué dans la traite négrière. En quelle année? Dans les années 1980. Bien, merci à vous. On ne sait pas si vous avez un mot à ajouter. Nous allons fermer les pages de ce numéro de notre histoire. Oui, je voudrais dire un mot sur cette première partie. Là, nous avons parlé des débuts de la déportation des Africains, principalement vers le continent européen. Parce que ce qu'on ne sait pas quand on entend parler de la traite négrière, on pense que les Européens sont arrivés, étaient déjà en Amérique, et puis sont arrivés sur les côtes africaines, ont déporté des Africains vers le continent américain. C'est inexact. Les premiers Africains qui ont été déportés sur le continent européen parce que en 1441, en 1450, en 1480, quand ils sont arrivés chez nous ici, dans le pays qu'on appelle aujourd'hui le Nigeria, les Européens ne connaissaient pas l'existence du continent américain. Donc les premiers déportés africains ont été déportés en Europe. Et à partir de 1492, avec l'arrivée des Européens sur le continent américain, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, va commencer la phase industrielle de la traite négrière, avec la déportation massive de millions d'Africains sur le continent américain. C'est le début de ce grand crime contre l'humanité que l'Europe a commis contre le peuple africain. Merci à vous, professeur Dieudonné Niamakou. Nous allons revenir sur cette phase dite industrielle ou industrialisée de la traite négrière dont vous nous parlez avec vous dans le prochain numéro de notre histoire. Merci d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Virgile Awansé, Samuel Rundio, Edouard Yansounou, nous vous disons à la semaine prochaine.